C'est un homme discret qui a gravi l'appareil socialiste. À 48 ans et presque 30 de vie politique, il est resté un homme de l'ombre. À l'été 2018, il décide de quitter le parti où il a grandi pour suivre son ami et mentor politique. Bonjour. Bonjour Régis Juanico, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Vous êtes apparenté au groupe socialiste à l'Assemblée. Vous êtes senti de gauche depuis toujours. Alors, ça n'a pas été évident parce que je suis issu d'une famille de pieds noirs, d'origine espagnole, un peu aussi italienne. Et on va dire, dans ma famille, naturellement, on n'est pas à gauche. Le petit déclic que j'ai eu, c'est en 1981, quand le soir de l'élection de François Mitterrand, le visage a commencé à apparaître sur l'écran. Je me rappelle très bien de ce moment-là, en mai 1981. Mon père a cru que c'était Giscard d'Estaing qui était réélu. Et il a eu un cri de réprobation. Et puis quand il a vu le visage de François Mitterrand, une explosion de joie. Et là, j'ai compris quand même qu'il y avait dans ma famille, dans mon environnement proche, une sensibilité de gauche. Sensibilité de gauche. Et quel a été le déclic ensuite de votre engagement? Dès 16 ans, je lis François Mitterrand, bien évidemment, qui était à l'époque le président de la République, ses ouvrages des années 70, des années 80. Et je lis aussi Michel Rocard, qui lui, en 1988, va devenir Premier ministre de François Mitterrand. Donc je me fais une culture politique par mes lectures. Et puis surtout, je continue à être délégué de classe, je continue à m'intéresser beaucoup à la vie politique française, même si je suis loin, je suis à 10 000 km de la métropole. Et je vais utiliser comme vecteur de mon expression politique un courrier des lecteurs dans un quotidien de la presse écrite qui s'appelle Le Quotidien de la Réunion à l'époque. Et j'écris plusieurs articles à 18 ans. J'écris sur la méthode Rocard pour défendre Michel Rocard, Premier ministre. À l'époque, on s'engage d'abord à gauche, je dirais, sur un certain nombre de valeurs. Pour moi, l'antiracisme, la lutte contre le Front National a été un élément déterminant. Et puis, il y a la question des personnes. Et au tout début des années 90, quand je vais vraiment adhérer au Parti Socialiste, eh bien, à l'époque, nous sommes sur le second septennat de François Mitterrand. C'est un septennat plus compliqué, plus difficile. Il y a l'usure, il y a les affaires, il y a effectivement une absence de dynamisme. Et à l'époque, Michel Rocard représente, pour ceux qui pensent déjà au présidentiel, eh bien évidemment un espoir. Et donc, il y a toute une forme de dynamique qui se fait dans les clubs forums, les jeunes rocardiens à l'époque, et ça se fait autour de Michel Rocard. Alors là, c'est justement, sur cette photo, une rencontre d'une université des clubs forums. C'était à Montpellier en septembre 92. Vous êtes où? Vous êtes aux côtés? Je suis juste à côté de Michel Rocard. Vous êtes juste à côté de Michel Rocard. Alors à cette époque-là, Michel Rocard, il parle de la bataille pour l'organisation de la planète. Il parle d'écologie. Il parle de flux migratoires, mais pas au sens comment les contenir, mais aussi comment lutter contre la pauvreté au niveau mondial. On sent une vraie admiration quand vous parlez de Michel Rocard. Oui, parce que c'est pour moi d'abord une méthode de gouvernement, hein. Le RMI, la Nouvelle-Calédonie, la relation à la société civile, au corps intermédiaire, qui est l'exact opposé du macronisme, on va dire. Et à l'époque, pour nous, Michel Rocard, c'est aussi celui qui invente des idées nouvelles pour la gauche. Vous êtes nombreux quand même à vous réclamer de Michel Rocard, entre Manuel Valls, Michel Sapin, Benoît Hamon. Pourtant, vous êtes tous dans des courants différents de la gauche, du socialisme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas devenu une coquetterie de se réclamer de Michel Rocard? Non, parce que moi, j'ai toujours envisagé mon engagement auprès de Michel Rocard comme étant un engagement ancré à gauche dans le Parti socialiste. Et pour moi, ce n'est pas du tout incompatible, mais la matrice commune, c'est Michel Rocard. Vous êtes toujours rocardien aujourd'hui? Oui, voilà. En tout cas, moi, je ne renie jamais ces convictions de départ. C'est là que j'ai appris mes premières gammes politiques. Ce sont les novices, les sans grades de la politique. C'est leur première présidentielle et leur premier frisson. On est là pour alimenter sur le fond aussi un discours, pour faire des propositions. Mais il faut voir le collage aussi d'affiches comme un moment qui ressoude aussi des militants, qui est un moment de convivialité. Et c'est aussi pour ça que nous, on aime coller. Avec peu de moyens, il leur faut donner de la voix. Dans les meetings, ils sont au premier rang pour soutenir un candidat qu'ils découvrent jeune et sérieux. C'est l'autre rencontre de votre carrière politique, Benoît Hamon, en oui, 90. C'est ma fidélité. Depuis 28 ans, je suis fidèle à Benoît Hamon. On s'est rencontrés lors d'une convention du mouvement de la jeunesse socialiste à l'époque.
qui était vraiment une organisation qui était devenue le bac à sable finalement du Parti socialiste. Et on s'est retrouvé comme ça sur une intuition politique, parce que Benoît Hamon, c'est d'abord des très bonnes intuitions politiques, de se dire cette organisation de jeunesse qui aujourd'hui n'est plus rien, qui n'a aucune autonomie, on peut en faire quelque chose. Là, on vous voit ensemble, c'est en 2008 à Saint-Étienne. Quel est votre rôle aujourd'hui auprès de Benoît Hamon? Comment vous définiriez? J'aime bien me qualifier en numéro 2, c'est-à-dire que, effectivement, pendant longtemps, j'ai été son numéro 2 au mouvement des jeunes socialistes, puis je suis devenu numéro 1, juste après. Donc il y a eu une forme de succession et de filiation. Et puis, depuis 28 ans maintenant, je le conseille. Là, on vous voit ensemble, cette fois, c'est le soir du second tour de la primaire. C'est le 29 janvier 2017 à la Mutualité. Parlez-moi de ce moment précis. Ah bah là on sait qu'on va gagner. Vous le savez. C'est le second tour, donc face à Manuel Valls. Benoît est en train de rédiger sa déclaration. Et moi, effectivement, je consulte les résultats et je me réjouis effectivement qu'on ait une nette victoire sur Manuel Valls. C'est une des plus belles soirées politiques sur le plan collectif que nous ayons eues, effectivement, parce que c'était une très très belle campagne que nous avions pu organiser. La campagne présidentielle a été un bien mauvais souvenir comparé à cette soirée. Est-ce que vous êtes un apparatchik? Non, parce qu'au contraire, j'ai toujours eu un ancrage territorial et j'ai été élu très tôt. J'ai été parachuté. Je suis quelqu'un de 100% parachuté. Vous l'assumez? Dans ma ville de Saint-Étienne, mais oui, c'est la vérité. Je suis arrivé en 2001, après avoir travaillé au cabinet du ministre de la Défense, Alain Richard, pendant 4 ou 5 ans. J'ai gagné mon premier mandat électoral sur un mandat de proximité, sur un mandat de terrain. Je crois beaucoup, moi, à l'ancrage territorial des élus. Il faut pouvoir toucher les élus, il faut être à portée d'engueulade, comme on dit. Quand on se prend des engueulades en tant que député, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent tout simplement cette idée que le travail que nous avons fait n'est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Et donc, il y a une remise en question? Oui, bien évidemment. Et c'est pourquoi c'est très important que les députés de la base, du terrain, puissent être écoutés ici, quand ils montent le mardi matin, qu'ils s'expriment en réunion de groupe, notamment dans le groupe majoritaire, parce que pendant tout le week-end, ils ont côtoyé, rencontré leurs électeurs et qu'ils sont des très bons thermomètres de ce qu'est l'ambiance sur le terrain. Donc ça compte énormément. Cette remontée-là, elle est pour moi partie intégrante du rôle d'un député. Faire remonter ce que disent les électeurs sur le terrain. Et accepter le mécontentement, bien évidemment. Accepter d'être remis en cause. Bien évidemment. Nous l'avons eu pendant 5 ans, quand nous étions dans la majorité, sur les questions fiscales, les questions de pouvoir d'achat. Et donc ces mécontentements-là, tout simplement, il fallait les faire remonter. C'est ce que nous avons fait avec un certain nombre de nos collègues, sans être forcément entendus, mais là, c'est plus un problème aujourd'hui de 5e République et de déséquilibre entre les pouvoirs. Première campagne législative en 2007, vous êtes réélu en 2012 et en 2017 vous l'emportez avec 23 voix d'avance. On va regarder justement ensemble votre première réaction lors de cette soirée électorale. Des cris de joie pour une victoire miraculeuse. 23 voix seulement de plus que son adversaire. C'est peu, mais Régis Juanico sauve son siège. Je vais retrouver le terrain dès demain parce que c'est ce qui nous a sauvés ce soir. Hein. Alors Régis Juanico, est-ce qu'on peut le dire que vous êtes un miraculé? Je savais que ça allait se jouer à quelques voix près. Et donc, mais qu'est-ce qui a joué à ce moment-là? Bien évidemment, l'implantation sur le terrain, l'implantation locale et le fait aussi de ratisser très large dans les gens qui ont voté pour moi. Il y a eu tout le rassemblement de toute la gauche, bien évidemment. J'ai même eu le soutien de Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours et de l'ensemble des forces de gauche. Mais il y a eu aussi des gens qui ne sont pas de gauche, qui sont de droite, qui ont aussi voté pour l'homme. Et ça, c'était grâce à 10 ans de travail assidu, intense, aussi bien à Paris que bien évidemment sur le terrain, d'ancrage territorial, d'ancrage local. Oui. On va revenir ensemble sur cette période sous le quinquennat de François Hollande où vous étiez un frondeur, on l'a dit, le seul rescapé aujourd'hui. Vous êtes alors rebellé contre votre parti? Non, nous ce qu'on a voulu faire, c'est chaque semaine faire remonter, eh bien tout simplement, en tant que thermomètre du terrain,
ce que nous disaient nos électeurs, qui nous ont sanctionnés aux élections intermédiaires, mais aussi un certain nombre de mécontentements quand notre programme n'était pas respecté. Nous étions un certain nombre à nous exprimer ici très régulièrement. Nous avons vu que devant le groupe majoritaire, cela ne servait à rien. Nous n'étions pas écoutés ni entendus. Nous avons eu l'occasion de le dire directement à François Hollande à plusieurs reprises. Donc, pour moi, c'était assez naturel de défendre les droits du Parlement. Et finalement, la fonction de député, dans un groupe majoritaire, je la conçois aussi, pas simplement comme étant un godillot qui lève la main, mais aussi comme étant un député qui fait remonter les problèmes quand il y en a. Et c'est ça qu'on a appelé les frondeurs, mais je ne le regrette pas du tout. Donc j'ai fait le constat, au bout de presque 30 ans d'engagement au Parti socialiste, qu'il y avait un plafond de verre pour nos idées, pour mes idées en tout cas, et j'ai envie maintenant de les défendre intégralement. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez quitté, ce Parti socialiste, mais vous l'avez quitté cette fois pour Benoît Hamon. Oui, tout à fait, parce que j'avais envie, par exemple, sur la question de la 6e République, par rapport aux institutions actuelles, de pouvoir complètement défendre mes idées. Alors, on va terminer par une photo, Régis Juanico. Vous la reconnaissez, j'imagine. Oui. Vous êtes le gardien de l'équipe de foot de l'Assemblée. Ça correspond bien aussi à votre tempérament, homme de l'ombre, mais poste clé. Gardien, pourquoi? Parce que je voue une grande admiration à un ancien gardien de l'équipe de France qui s'appelle Jean Castaneda. Pour moi, le sport est plus le fil rouge de ma vie que la politique. C'est votre équilibre. Je pourrais sans doute me passer pendant une semaine de la politique. Et d'ailleurs, parfois je le fais. Une semaine, pas plus. Mais je ne pourrais pas me passer une semaine de sport. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours pratiqué, je suis encore lanceur dans mon club d'athlétisme. Et ça reste pour moi vraiment l'engagement premier, et qui est indissociable d'ailleurs de ce que je fais en politique. Merci Régis Juanico d'avoir accepté de vous livrer et de dévoiler les racines de votre engagement. Merci à vous. Merci.